RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Florence Portelli. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes maire de Taverny, c'est dans le Val-d'Oise, en Île-de-France. Vous êtes première vice-présidente de la région Île-de-France et vice-présidente des Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la possibilité pour les salariés de travailler le 1er mai que défendait Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République, n'aboutira pas. Le gouvernement a renoncé devant la levée de bouclier de la gauche et des syndicats. Le regrettez-vous, à l'instar de Bruno Retailleau ? Alors oui, je le regrette, mais je vais quand même nuancer un petit peu. À la base, je trouve que c'est une aberration. Fêter le travail pour ne pas travailler, empêcher les gens qui veulent travailler de ne pas travailler, j'ai toujours trouvé que c'était une anomalie. Qu'on en profite pour revendiquer des luttes pour des droits qui sont importants, pourquoi pas. Mais empêcher les gens de bosser, notamment les artisans, et je pense notamment aux boulangers, et j'ai une pensée pour les boulangers de ma commune qui souhaiteraient travailler. Je trouve ça aberrant, surtout que c'est hyper hypocrite. On dit aux boulangers, vous pouvez travailler, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des salariés, même bénévolement. Ouais, c'est complètement dingue, donc c'est hypocrite. En revanche, il est vrai qu'il y avait un calendrier, parce que quand on regarde comme ça, on se dit vraiment, la Macronie, en tout cas chez M. Lecornu, il n'y a pas de courage. Ça peut être vrai parfois. Mais là, dans le cas d'espèce, si on affine un peu et qu'on est un peu moins manichéen, il est vrai qu'il y avait des échéances, notamment avec les partenaires sociaux et les députés dans les semaines qui viennent, autour de l'assurance chômage, qui leur a peut-être laissé penser à croire que ce n'était pas le bon calendrier pour faire ça. Donc j'espère que ça va passer. Mais après, il faut aussi tenir compte d'un agenda qui est compliqué, parce qu'on est dans un pays qui n'est plus tenu. On est dans un pays où il n'y a plus de majorité, où il n'y a plus de pouvoir fort. Et comme il n'y a plus de pouvoir fort, vous êtes obligé de composer et de faire passer des textes en priorité. Et ça donne des situations qui n'honorent pas la vie politique, mais qui sont des positions en fait liées aussi au calendrier législatif. Que certains aient envie de travailler le 1er mai parce que c'est travailler double, ça on peut aisément le comprendre. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on l'autoriserait, on peut craindre qu'éventuellement certains salariés, ça ne soit plus juste leur choix de travailler le 1er mai, mais qu'ils se le voient imposer. Écoutez, pour ça, on a quand même, il y a un arsenal législatif, on a des juges. En général, la jurisprudence. Vous savez comment ça se passe. Je ne sais pas si vous êtes dans la grande distribution, qu'on vous dit tu vas travailler le 1er mai, alors, sinon tu iras voir ailleurs. Je connais un petit peu la jurisprudence quand même de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Je peux vous dire qu'elle est rarement favorable au patronat. Donc je ne suis pas très inquiète pour les salariés de ce pays, pour défendre leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Après, moi, je n'ai pas la religion du tout travail. C'est le seul jour chômé obligatoire dans l'année. Oui, mais enfin, il y a plein de jours chômés. Dans ce pays, jours fériés. Honnêtement, on n'en manque pas. Et je ne pense pas qu'on ploie sous le travail en France depuis les 35 heures. Néanmoins, je comprends qu'on veuille favoriser justement la revendication de droits sociaux, qu'il puisse y avoir des jours chômés comme ça. Mais on ne peut pas restreindre des artisans qui ont envie de contribuer. Les hôtels-restaurants sont ouverts. Donc ça veut dire qu'on peut manger au restaurant, mais on ne peut pas manger du pain. Enfin, franchement, c'est aberrant. Alors, on va parler du prix des carburants. Alors, on ne sait pas si ça va redescendre ou pas. En tout cas, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, n'a pas cédé aux pressions des oppositions sur l'obtention de chèques énergie ou de boucliers tarifaires. Beaucoup de pays européens, eux, l'ont fait. Mais en France, les caisses sont vides. Tout le monde le sait, le dit. Et pourtant, il y a eu un surplus fiscal de la bouche même de Sébastien Lecornu, qui a préféré mettre l'argent de ce surplus fiscal dans l'électrification. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie, ou faut-il un geste comme le plafonnement des prix ? Alors, oui, pour le moment, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, oui, pour le moment, parce que c'est pour le moment qu'il y a un surplus fiscal. Il n'y aura plus de surplus fiscal dans pas trop longtemps, parce que si ça continue, de toute façon, vous aurez moins de consommation. Donc, c'est ceux qui disent que le gouvernement est en train de se faire les poches ne disent pas totalement la vérité. C'est très court-termiste, c'est faux et c'est très populiste. Ce que je regrette dans notre pays depuis longtemps, c'est qu'on est souvent en réaction plutôt qu'en anticipation. Et c'est ça qu'on paye très très cher. Alors heureusement, il y a eu un jour un type génial qui s'appelait De Gaulle, et on a quand même un minimum d'indépendance grâce au nucléaire, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, j'alerte certains de mes compagnons de route, le mix énergétique,
c'est quelque chose d'important. Moi, je suis pour les énergies renouvelables. Alors, pas d'imposer des éoliennes qui défigurent le paysage, des paysages magnifiques, attention, évidemment. Laisser le droit aux maires de contester cela, réfléchir, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que la position parfois de mon parti est incompréhensible. Donc oui, il faut des énergies alternatives. Oui, il ne faut plus être dépendant des énergies fossiles et de leur importation. Vous êtes Oui, en c'est train de un dire que enjeu les écologique. Républicains et l'écologie, ça fait deux. Non, pas du tout. C'est Ah pas bon. tout le monde chez les Républicains. Parce que vous dites Mais que le mon discours, parti, ouais. mais parce que dans mon parti, il y a un discours qui est inquiétant sur l'écologie. Et moi, je fais partie de celles Voilà. et ceux qui C'est pour ça que je défendent vous pose une la question. écologie de droite, une écologie de la croissance. Pour tout vous dire, lundi, mardi, je suis à Londres. Je suis invitée par des députés Tories et des ex-ministres de Boris Johnson ou Theresa May. Je vais visiter une entreprise qui s'appelle Notpla, qui transforme les algues ou les sargasses en l'équivalent du plastique. Savoir quand même que la France paye tous les ans 1,5 milliard à l'Europe, à la Commission européenne, parce qu'elle n'est pas capable de lutter énergiquement contre la prolifération du plastique. Eh bien, je le fais avec le représentant du think tank de droite Écologie Positive, Ferrol Delmas. On porte ce bâton de pèlerin. Je pense que c'est l'avenir pour notre pays, pour la planète, pour les jeunes aussi qui attendent beaucoup des politiques là-dessus et de droite, une écologie de droite. Mais ce n'est pas forcément ce que porte l'appareil de mon parti. Je trouve ça, oui, regrettable. Donc oui, il faut électrifier. Oui, il faut des alternatives. Il faut des alternatives où on puisse aider les gens et non pas avoir une écologie positive qui soit défavorable aux plus pauvres. Vous avez déploré le manque d'anticipation. Il faut tout de même reconnaître que ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz était a priori difficile à anticiper. Non, mais en revanche, excusez-moi, la dépendance à l'importation, depuis la guerre en Ukraine, par exemple, la question sur le gaz, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. La situation est très chaotique aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz et on peut craindre donc que les cours du pétrole ne continuent d'augmenter et que cette situation très tendue ne dure aussi assez Bien longtemps. sûr, c'est pour ça que je vous disais que j'avais cette position à court terme. Est-ce qu'il y a, selon vous, avec ces paramètres-là, le prix des carburants, si on prend le gasoil, a quand même augmenté d'une manière absolument considérable. Bien sûr. Était aux alentours d'1,70 € le litre. Avant, on est à 2,30 aujourd'hui. C'est quand même colossal. On arrive à 2,50 en Allemagne. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale aujourd'hui? Mais bien sûr, non, mais je vous dis, aujourd'hui, il faut tenir tant qu'on peut, mais il y a un moment, il faudra évidemment... Il y a des gens qui ont du mal à tenir. Hein. D'accord, mais je suis de tout cœur avec eux, mais en même temps, dire acheter une voiture électrique. Non, mais je ne dis pas. Moi, je dis pas ça. Je suis pas déconnectée des réalités. D'ailleurs, dans ma vie, je vais mettre en place des bornes électriques avec des voitures électriques qu'on pourra louer à l'heure ou pour la soirée ou pour la journée, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut des alternatives et permettre aux gens d'avoir des voitures propres sans avoir à les acheter. Donc moi, je fais partie de l'écologie concrète. Avec Valérie Pécresse, on a mis le ticket pour toute la grande couronne pour train, métro, tramway à 2 €, avec Liberté Plus, autour de 2 €. Bon, ça c'est concret. Mais sur le risque d'explosion sociale, parce que les Gilets jaunes est un mouvement qui a jailli avec des prix des carburants moins élevés que ça. Hein. Je me permets juste de vous dire une chose. Déjà, mentir aux gens en leur disant que ce qui va se passer... En ce moment, on a une prolifération du cancer du sein. On a une prolifération du cancer du pancréas. On a des vrais problèmes environnementaux. Moi, je veux bien qu'on ferme les yeux, mais c'est un vrai problème. On ne peut pas se détourner de ça. À côté de ça, évidemment, je n'ai pas envie que les plus défavorisés et même les classes moyennes se retrouvent asphyxiés. Mais le problème qu'on a, c'est d'avoir joué à la cigale plutôt qu'à la fourmi. Parce que quand vous prenez la crise énergétique, on compare souvent avec celle des années 70, avec les chocs pétroliers. À l'époque, notre dette, c'était 20% du PIB. Aujourd'hui, c'est 115%. Donc moi, je m'adresse aux mêmes personnes qui sont contre la réforme des retraites, qui sont contre le fait qu'on restreigne le train de vie de l'État, qui sont contre le fait de travailler plus. On fait comment ? Et aujourd'hui, on paye ça. Et moi, je dis aussi aux représentants du Rassemblement national qui soutiennent des gens comme Donald Trump, qui est en train de s'en mettre plein les poches avec la crise que nous connaissons aujourd'hui, où les États-Unis d'Amérique sont un des premiers pays exportateurs de pétrole et s'en mettent plein les poches. Moi, je rappelle à ces gens-là également qui étaient contre la réforme des retraites, qui sont contre aujourd'hui ce qui coûte très cher aux gens et au pouvoir d'achat. Si vous avez envie que ces gens-là soient au pouvoir, vous allez connaître ça très souvent. Bon. Attention au discours populiste. En revanche, si ça dure trop longtemps, si ça dure trop longtemps, il faudra évidemment aider les gens à pouvoir circuler. À la présidentielle. Oui, alors, on va parler de la présidentielle qui arrive effectivement à grands pas. Des candidatures déclarées ou en tout cas probables commencent à fleurir, notamment à droite. Donc Bruno Retailleau, Édouard Philippe, David Lisnard, le maire de Cannes, Laurent Wauquiez. Comment, selon vous, faut-il départager les candidats? Est-ce que ce seront
vous considérez que ce sont les sondages qui le feront, ou vous préférez que les candidats soient départagés par une primaire? Alors moi déjà, Qui peut être risqué. j'aurais préféré longtemps avant qu'on ait des débats qui permettent de faire émerger aussi des nouvelles voix, que ce soit un peu plus paritaire aussi. Hein. Vous ne citez que des hommes. Bah, je trouve ça gênant au XXIe siècle. Hein. Non, mais Pour comment... l'instant, il n'y a pas de femmes qui... Mais il n'y a pas de femmes, mais comment on fait? Comment on fait quand les médias ne parlent que de ces gens-là? Qui sont très honorables pour moi, autant. je me base Non, sur mais je m'adresse les aussi à vous, journalistes candidatures, femmes. Oui, mais il y aurait plein de candidatures potentielles. Le problème, c'est que qu'elles dans se ce pays, déclarent. dans ce pays, le Il y a débat peut-être est extrêmement verrouillé. Donc ça, c'est À quelque droite, chose... la dernière, c'est Valérie Pécresse, Oui. et ça n'a pas été florissant. Alors, au début, ça a été florissante. Oui. Après, on ne peut pas dire que son parti soit très bien comporté, mais je pense qu'en tous les cas, 1 an et demi avant, on avait de quoi peut-être ouvrir plus les débats. Personnellement, justement, c'est pour ça que j'étais plutôt pour une primaire ouverte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tout est fait pour éviter la primaire ouverte. Et comme tout est fait pour éviter la primaire Quand vous ouverte, dites ouverte, c'est de où à où? Parce qu'il y en a qui disent... l'UMP, les clients de l'UMP, centrée-droite. Oui, donc vous intégrez Gabriel Attal, Édouard Philippe... Centrée-droite. Centrée-droite. Oui, bien sûr. Mais pas Sarah Knafo, comme le Mais dit Sarah Knafo, alors déjà, Darmanin. elle n'est pas candidate, des et de deux, macronistes, c'est ça va. l'extrême droite. Madame Knafo, elle Non, est mais allée je siéger avec... répète ce que je dit sais. Gérald Mais moi, Darmanin. c'est extrêmement choquant, et je le dis à tous mes amis, comment on peut aller revendiquer de tendre la main à une personne qui siège aux côtés de l'AFD? A-t-on perdu tout sens commun? Vraiment. Et qui a été, et moi je le dis aussi en tant que femme, qui a été la directrice de campagne d'une personne raciste et qui en plus est profondément misogyne, c'est-à-dire M. Zemmour. Et en assumant tout ce qu'il avait dit. Et notamment sur la place des femmes dans leur vie professionnelle, etc. Donc non, évidemment, pas Madame Knafo, pas Reconquête et pas tout ce qui est extrême droite. Mais ça ne sera probablement pas le cas, parce que tout est fait pour verrouiller. Donc à partir du moment où tout est fait pour verrouiller, moi je vais lancer une initiative dans ma commune, au mois de juin. J'ai déjà a priori l'assentiment des candidats déclarés, c'est-à-dire M. Bertrand, M. Lisnard, M. Philippe. J'attends une réponse de Bruno Retailleau et de Gabriel Attal. Je vais lancer une espèce de débat, mais où nous ne répondrons pas les uns les autres, parce que sinon on ne s'entend plus, C'est pour pas un revenir débat, au fond, en tous les cas des présentations d'idées, sur 4 sujets que j'impose, parce que j'en ai marre d'entendre parler des mêmes Alors, sujets. c'est quoi Indépendance, écologie, éducation, culture et justice. Voilà, qui pour moi sont des sujets fondamentaux. J'en ai déjà 3 qui m'ont dit oui. Donc, sont en lesquels? juin, Édouard Philippe, David Lisnard et Xavier Bertrand. Je suis en ce moment en discussion avec Gabriel Attal et Bruno Retailleau et j'ouvre la porte à toutes celles et ceux qui se prétendent candidats pour la droite et le centre à l'élection présidentielle. Où chacun donnerait C'est un ses peu comme idées. ce qu'a fait le MEDEF avec les personnalités universités ou d'ailleurs oui, Ouais, où ouais. des personnalités de droite et du centre avaient pu s'exprimer. Je trouve que c'est sain parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que déplorent nos compatriotes? C'est de ne plus Le entendre manque de parler de débat. fond. Mhm. Non, mais de ne plus entendre parler Oui. de fond. Surtout. Et c'est désespérant, alors que nos compatriotes sont intelligents. C'est un peuple qui est éduqué, qui aime le débat politique. Mais aujourd'hui, s'invectiver, c'est devenu la norme et c'est pas ça un débat. Et il faut qu'on revienne à des sujets qui concernent aussi notre jeunesse, qui concernent son avenir et qui soient porteurs d'espérance. Pas uniquement parler de finances, de dates, d'immigration et de sécurité, même si c'est hyper important. Pour prolonger un peu la réflexion sur la présidentielle, depuis des semaines, tous les sondages donnent le RN, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le candidat, assez largement en tête au premier tour de cette élection présidentielle de 2027. Est-ce que vous voyez dans la défaite de Viktor Orban au législatif ce dimanche en Hongrie un événement encourageant pour ceux qui redoutent une victoire du Rassemblement national? Alors, moi, je ne calque pas ce qui se passe dans un pays. Alors, en plus, je trouve qu'on a une tendance un peu facile à comparer les, entre guillemets, populismes et en les assimilant, ce qui est totalement faux, ça n'a rien à voir. Orban n'a rien à voir avec Mélanie, qui n'a rien à voir avec Le Pen, qui d'ailleurs, des fois, n'a pas grand-chose à voir avec Bardella sur certains sujets. Donc, c'est pas comme ça, en tous les cas, que je raisonne. En revanche, la victoire de Peter Magyar, le bien nommé, est une espérance pour l'Europe et un signe d'inquiétude pour M. Poutine et pour M. Trump et pour M. Vance d'ailleurs. Mais j'y vois surtout un message d'espoir pour l'Europe qui est, pour beaucoup de sujets, besoin d'un vote à 27. Donc c'est en ça que c'est encourageant. En revanche, là où ça doit interpeller les consciences, c'est que M. Bardella, Mme Le Pen, mais comme Mme Knafo et M. Zemmour, ont voulu se prosterner devant M. Trump. Certains d'entre eux sont même allés à son investiture. Et ce sont aujourd'hui les ennemis de l'Europe. Ils ont des liens très forts avec la Russie.
notamment à travers certains de leurs parlementaires ou certaines de leurs éminences. Et aujourd'hui, moi, j'interpelle nos compatriotes. Est-ce que vous avez envie de mettre au pouvoir des gens qui ont des liens avec des personnalités pareilles et qui mettent notre pays aujourd'hui à genoux? C'est une vraie question. Alors, Au-delà quand vous, de quand la vous tambouille écoutez, interne. par exemple, dans votre circonscription, dans votre ville, des gens qui seraient tentés par le Rassemblement national, est-ce que Quand je leur dis ça, je vous assure qu'ils est-ce que- réfléchissent à deux fois. Parce que je Ouais. trouve qu'on n'a pas assez... Le problème du Rassemblement national, c'est... Qu'est-ce qui les attire? Non, mais déjà, je ne les méprise pas. C'est-à-dire dire Jordan Bardella, il est jeune, avec Marine Le Pen, ils vont s'entretuer. C'est des responsables politiques qui font leurs preuves quelque part, qui ont montré une unité qui est très intelligente, et d'ailleurs la droite devrait s'en inspirer. Et moi, je les critique sur leurs idées. Et ce qui leur plaît, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas encore été au pouvoir. Et que les gens en ont ras-le-bol de la classe politique qui a défilé depuis des décennies. Elle en a ras-le-bol, cette France-là. Elle a aussi besoin d'ordre, elle a aussi besoin de justice sociale. Parce que paradoxalement, ils pensent que ces gens-là leur apporteront plus de justice sociale. Mais quand vous allez au fond des choses, quand vous entrez dans certains points de leur programme, vraiment on parlait sur le logement social, ils ont sorti des aberrations. Quand vous parlez justement de cette dépendance à des personnalités étrangères qui sont des ennemis quelque part de l'Europe et de la France. Mais je vous assure qu'ils y réfléchissent à deux fois parce que ça peut avoir des conséquences directes sur leur pouvoir d'achat et on le voit aujourd'hui avec la crise du carburant. D'un mot encore sur la Hongrie, vous avez exprimé une forme d'enthousiasme pour l'Europe avec la victoire de Peter Magyar. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que cet enthousiasme pourrait être assez rapidement déçu parce que Peter Magyar n'est pas forcément celui qu'on croit ou celui qu'on espère. Sur l'immigration, il a des positions encore plus tranchées, par exemple, que Viktor Orban. Il veut conserver, voire renforcer le mur anti-immigration à la frontière serbe et il refuse, par exemple, tout dispositif de répartition des migrants imposé par Bruxelles. Bien sûr. Alors déjà, il a le droit. De deux, moi, j'aime pas ce côté très français qui est de penser que notre point de vue est forcément extraordinaire et le meilleur. Moi, je respecte les particularités d'un peuple, et notamment du peuple hongrois. Néanmoins, voir élire quelqu'un qui se bat contre la corruption et qui, en plus, défend quand même le modèle européen face à quelqu'un d'autre qui était très proche de M. Vance, qui est venu insulter l'Europe à Munich, ou de Poutine, c'est quand même encourageant, mais je ne tiens pas à ce que le dirigeant hongrois, je passe à toute recuidance et cette vanité, que d'espérer qu'il soit un clone de nos représentants français. Merci. Et j'ai un autre Oui, signe quand même d'espérance allez-y, très en rapidement, 15 secondes. c'est la visite du pape en Algérie. Oui. Et c'est vrai que quand je vois le pape faire ce qu'il fait, et notamment son opposition par le fond et la spiritualité à Donald Trump, ça me rappelle Jean-Paul II et ça me redonne de l'espérance. Merci Florence Portelli. Oui, merci. Et merci également à Flore Simon et Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite.